Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, j'ai un invité bien spécial que j'avais hâte de recevoir. C'est Jean-Philippe Barbeau, euh, responsable régional des ventes Canada pour Fermentis. Salut JP, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi aussi. Ça va super bien. Je suis très content de te recevoir. C'est vraiment cool parce que j'ai plein de questions en tant que brasseur et puis sur la levure sèche que moi-même j'utilise souvent, tu sais. Puis je pense qu'il y a bien des brasseurs comme moi qui se posent souvent les mêmes questions. Fait que, bon, on connaît tous un peu Fermentis, là. Vous faites de la levure sèche qu'on peut utiliser dans briques de 500 grammes, en tout cas dans plein de formats. Fait que, on va parler un peu de tout ce qui entoure ça, la levure sèche. Mais pour commencer, peux-tu nous parler un peu de Fermentis? D'où est-ce que la compagnie vient? C'est quoi l'histoire un peu? Puis où est-ce que toi t'apparais dans dans cette chronologie-là? Ouais. C'est sûr que c'est une longue histoire. C'est une quand même pas mal vieille compagnie, hein. C'est près de 175 ans environ. Ça c'est parti dans le nord de la France, au coin de Lille. OK. Euh, le groupe Le SAF, c'est encore géré par la famille Le SAF depuis le tout début. OK. Pas les mêmes personnes. Et puis, ben voilà, ça a commencé avec la distillerie, en fait, dans le nord de la France. Il y a eu plusieurs phases, là. C'est quand même une très longue histoire de compagnie. Ça passait par le maltage, ça passait par plein de trucs de même. Mais ça a fini quand même avec des levures notamment sèches, déshydratées, levure sèche active, en fait. Puis le SAF est très connu en Europe pour, puis un peu quand même ici, là, bien sûr, là, mais beaucoup Ouais. pour la levure à pain, panification. OK. Mais bon, ça, c'est le groupe Le SAP. Et Fermentis, en fait, est une business unit, une entité d'affaires en français, qui s'occupe des boissons fermentées, donc la fermentation des boissons. OK. Euh, cette histoire-là, comme je dis, est un petit peu longue, là. On peut en parler pendant 45 minutes, fait que c'est déjà beaucoup. Et, voilà. En fait, moi, je travaille pour le Fermentis. Fermentis, on se spécialise là-dedans, mais le groupe a aussi d'autres business units. Donc, il y a la planification, comme j'ai dit, bien entendu. Il y a nous qui s'occupons des levures pour les boissons fermentées, mais il y a d'autres business units. Je n'aimerais pas tous, mais tu sais, il y a Gnosis, il va y avoir Enolis, il y en a plein, Leaf qui s'occupe du biofuel. On travaille dans le healthcare, dans le animal care. J'ai beaucoup de mots anglais, là. La compagnie Ouais, ouais. c'est une compagnie globale. Présente OK. partout dans le monde. Je pense qu'on n'est pas loin de 13 000 employés partout dans le monde. Il y a plusieurs usines réparties dans toutes les régions du monde. Donc, il y a beaucoup de termes qui sont souvent travaillés en anglais. Fait que j'ai le défaut de reprendre toujours ces mêmes mots-là. Mais donc, il y Ouais. a beaucoup de business units comme ça qui travaillent pour différentes choses. Et c'est toujours à partir de cellules de levure. Bon, on a un petit peu de bactéries aussi, bien entendu, là, mais c'est principalement des levures. On va travailler, par exemple, chez nous, chez Fermentis, aussi dans le vin. Dans le vin, il n'y a pas seulement les levures qu'on va offrir. On n'a pas nécessairement actuellement des bactéries pour les vins, mais on a beaucoup de produits dérivés, en fait, des dérivés de levure. Par OK. exemple, des membranes cellulaires ou des trucs qui se trouvent à l'intérieur de la levure pour séparer, pour aider, par exemple, l'amélioration de la couleur, l'apparence d'un vin, etc., après fermentation ou même avant fermentation. Donc, on travaille avec toujours des ingrédients de levure pour, Hmm. euh, pour les producteurs. Et OK. ben voilà. On a aussi quelques enzymes, bien entendu, un peu plus pour le vin actuellement. Mais le but, en fait, bon, Fermentis, c'est mon travail. Fermentis, l'ambition aujourd'hui, c'est de devenir le choix évident pour la caractérisation des boissons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on aimerait ça qu'un jour, c'est toujours, c'est un peu impossible d'atteindre un but ambitieux comme celui-là. Notre but, ce serait que quand quelqu'un pense fermentation de boisson, il pense fermentation. OK. Moi, quand j'arrive là-dedans, ben, ça fait 25 ans que je suis brasseur professionnel, commercial professionnel, du moins dans le métier. J'ai travaillé à plusieurs endroits, j'ai investi pendant plusieurs années. J'ai succédé, enfin, il y a eu plusieurs successions de travail ensuite, toujours dans le monde de Brescol québécois. Et j'ai fini par être interpellé par l'ouverture de ce poste-là. J'étais à ce moment-là brasseur R&D chez Belial et puis il y avait
suite à la pandémie en plus. Puis bon, il y avait l'ouverture de ce poste-là qui me semblait intéressant. Je connaissais déjà quelques personnes qui travaillaient chez Fermentis que OK. j'avais rencontrées par le passé. Et puis, ben voilà, ils m'ont engagé. Puis maintenant, je parcours le Canada, je parle de ma passion de la fermentation. Loin dans les quatre murs d'une brasserie, à travailler toujours. Moi, j'y suis souvent, mais pas plus en tant que visiteur. Ah ouais. Ouais, ben c'est ça, je te vois aller sur Facebook, là, je vois souvent plein de photos. Ça a l'air trippant ta job. Tu vas voir bien du monde, tu vas goûter bien de la bière, puis c'est hot, là. Ouais. Tu sais, tu vois, regarde, j'ai à faire ce qu'on est en train de faire là, parler de fermentation, de ma passion, de parler science, de parler contrôle qualité, puis de parler d'amélioration continue en fabrication et en fermentation, bien entendu. C'est toutes des choses qui m'ont toujours allumé. Puis là, en plus, je travaille avec une équipe vraiment professionnelle, vraiment passionnée aussi. C'est Hmm. tous des gens comme moi chez Fermentis, presque tous les niveaux, ils proviennent presque tous de la production, de la gestion de production. Fait que c'est des spécialistes, puis je nage là-dedans avec eux autres, puis le groupe est super agréable. Donc, ouais, très content. OK. Ah, c'est cool. Ben justement, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, où est-ce que la levure sèche est produite, elle? Parce que là, tu me parles de plusieurs entités, mais spécifiquement pour Fermentis, là, où est-ce qu'on va produire ça? Alors, bon, comme je le disais, on a plusieurs usines à travers le monde. Là. Pour les levures sèches actives, pour tout le groupe, il y a environ 69-70 usines, je pense, qui viennent d'en ouvrir une dernièrement Ah en ouais, Abitibi. OK. 70 usines réparties partout. Pour les levures chez Fermentis, la majorité, mais c'est pas toutes, là, est produite en Belgique, dans notre usine à Gand. On a OK. une usine presque dédiée à Fermentis. Pas toutes les levures de Fermentis sont produites là parce qu'il y a quand même des enjeux de production. Il y a certaines levures qui sont produites au Mexique, d'autres en France, d'autres aux États-Unis, au Chili. Peut-être c'est des exemples, là, il peut y en avoir d'autres. Là. En fait, c'est toujours marqué d'ailleurs sur le sachet d'où ils proviennent, c'est sûr que vous pouvez utiliser. L'idée, c'est qu'on a des différentes usines qui vont avoir différents formats d'empaquetage, premièrement, mais aussi des capacités à mieux travailler avec la séparation, par exemple, du diastaticus. On a des souches diastaticus pour la production des boissons. On préfère pas nécessairement préfère les séparer, en fait, pour amenuiser du moins les possibilités de contamination croisée qu'il peut y avoir pendant la production. Même chose pour les Brettanomyces. On a une Brettanomyces sèche, on est comme le premier au monde à avoir créé ça. Ben, c'est aussi c'est produit à l'extérieur pour de nos produits réguliers pour être sûr certain qu'il n'y ait pas de contamination croisée. Par exemple, les bactéries aussi, les bactéries sont séparées, sont dans d'autres usines qui appartiennent aussi au groupe, bien entendu, mais d'autres usines qui sont spécialisées sur les bactéries pour d'autres productions dans le groupe. Et donc, nous, on va aller chercher des points de production à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, mais OK. voilà, on produit un petit peu partout dans le monde. Les deuxièmes ici, on a des grosses usines qui travaillent beaucoup en planification et donc aussi un petit peu dans certaines levures pour le vin, la distillerie, mais c'est ça. Hein, on OK. travaille fermenté, c'est pas seulement la bière. On parle de brasseurs, on parle souvent beaucoup de brasseurs, mais on travaille avec, on fait des produits pour la brasserie, pour la vinification, bien entendu, pour la production des spiritueux et aussi pour, je suis en train d'en oublier, pour le cidre, bien entendu. Il y a quand même beaucoup de cidre au Québec. Ouais. Mondialement aussi, il y en a quand même quelques-uns. Puis on travaille on est en train de sortir des produits pour les hydromels. Ça vient juste d'être lancé en Europe, là, mais ça s'en vient ici bientôt. Ça vient tout juste. Il y a des produits pour la kombucha aussi. On a, bon, voilà, ça s'est distribué un petit peu partout dans le monde. Voilà, c'est là. OK. Je pensais pas que c'était aussi gros que ça, mais être bien honnête avec toi, là. Mais c'est quand même assez solide, là. 70 usines, là, c'est quand même une grosse industrie, là. On dit, quand on fait des présentations, on parle de Fermentis, évidemment, on évoque toujours le qui est quand même le groupe. On donne souvent cette petite anecdote-là que je trouve super savoureuse, le jeu de mots. Un pain sur trois, une niche de pain sur trois dans le monde entier fabriqué avec les produits de la SAF. Ça, Wow. c'est la planification. On ne parle pas du OK. reste, là. C'est quand même immense. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de levure. Wow. Ouais, vraiment. OK. Je comprends un peu mieux, là. Ouais, tu sais, je disais, on a 13 000 employés. J'ai visité déjà deux, trois usines déjà le SAF.
euh, principalement pour fermenter, bien entendu. Puis c'est des usines qui sont presque complètement, ben, pas toutes, là, mais je veux dire, il y a une grande partie, la gestion, par exemple, des entrepôts, j'ai un mot en anglais encore qui me revient, je vais utiliser des comme ça. C'est robotisé, en fait, pour améliorer la capacité puis, de production, puis s'assurer que ce soit encore plus juste, en fait, pour qu'on aille vite. Hein. C'est des grosses usines, c'est des grosses commandes partout dans le monde, puis fait, voilà, Ouais, t'imagines. ouais, ouais. Puis, y a-tu des usines dans le coin, mettons, tu sais, au Québec ou au Canada ou... Non, la plus proche, ça va être les États-Unis, dans OK. le plus proche d'ici, en fait. Hein. C'est une compagnie française à la base, hein, bien sûr, fait que c'est vraiment l'Europe qui a été probablement développée au début. Je dois dire ça, je ne sais pas exactement dans quel ordre ça s'est fait, là, ça fait très Ouais. longtemps. Mais on est présent au Canada depuis très longtemps. Et Fermentis, c'est la salle, bien entendu. Mais si moi, par exemple, je me rapporte à Milwaukee, Wisconsin. Ah, OK. OK. Fait que c'est pour ça que l'anglais embarque. Je travaille beaucoup en anglais. Hein. Le Canada, c'est très anglophone. Ouais. Tu peux-tu nous parler un peu du processus de fabrication de la levure? D'où est-ce que ça passe, sous quelle forme, puis c'est quoi les étapes que ça va suivre? Ouais. C'est quand même évidemment complexe un peu. Des détails aussi qui sont un petit peu, peut-être trop complexes en fait pour qu'on en discute, mais oui, je peux t'expliquer un petit peu comment on fonctionne. Il y a plusieurs étapes, bien entendu. Nous, on part, on a une banque de levure. Il y en a une chez pour Fermentis, il y en a une pour le SAP aussi. La collection de Fermentis fait évidemment partie de la collection Le SAP, mais c'est donc une très grosse banque en fait de levure, de souches. Les souches sont gardées sur des lamelles là, à moins 80 degrés Celsius, en fait, pour la conservation du terme, dans la collection, je pense. OK. Ça va aider, c'est un peu sec. Et donc, la première étape, en fait, c'est de créer de la biomasse. Donc, on va partir de cette lamelle-là, puis on va faire des petits barils à vin, en fait, pour être capable de créer de la biomasse, donc une quantité de cellules en masse, donc un peu comme la crème, hein, comme un gros pudding. Ouais. Et donc, on va fixer ça évidemment pour la reproduction. La reproduction va se dérouler en phase aérobique, donc présence d'oxygène. Puis, évidemment, on va utiliser des nutriments pour aider la levure, les cellules à se développer puis à créer donc cette masse-là. Chaque recette est spécifique à chaque souche, donc il y a vraiment des particularités. Hein. C'est pour ça, je sais pas, peut-être que, je sais pas si tout le monde connaît bien l'idée de la reproduction, mais c'est-à-dire de la, pardon, Propagation? propagation, voilà. Tu sais, c'est pas anodin la façon de propager, c'est notamment pour ça chaque levure est différente, hein. Chaque être humain est différent, mais chacun a ses besoins. La levure, c'est pareil. Chaque souche a ses besoins. Et donc, il y a une recette que nous, on développe pour chacune des souches qui va être ensuite produite en grande quantité. C'est très important d'être très, très précis. OK. Et donc, nous, évidemment, on a des usines qui sont à fine pointe de technologie qui nous permettent d'être précis. Après cette étape-là de production de biomasse, en fait, on va faire succéder plusieurs étapes de séparation, de filtration. Ça va s'accompagner évidemment de déshydratation. L'idée, c'est que pendant ces étapes-là, il va y avoir une extrusion en fait, de la crème sèche, qui sèche de fois en fois. En fait, chaque étape va retirer une portion d'eau, donc tranquillement, pas vite, pour la sécher. Et donc, ça va passer par travers des points d'extrusion qui qui vont donc permettre de faire passer la matière sèche d'une vingtaine de pourcents, là, quand c'est de la crème de levure, de la levure liquide, jusqu'à plus, ou enfin plutôt de 95%. Alors ça, c'est 95% de matière, c'est ce qu'on a dans les sachets. Là. Quand tu regardes la Hmm. levure, il y a 95, quand elle est dans le sachet, tout, il y a 95% de matière sèche environ, c'est des petits points de pourcentage de plus. OK. Et l'idée, c'est qu'en ayant ce pourcentage-là, mais ça permet d'avoir une excellente stabilité sur les tablettes. On n'a pas besoin de les réfrigérer nécessairement quand on est producteur. Quand on est distributeur, on essaie de le faire. Quand nous aussi, dans nos usines, bien entendu, mais quand on est producteur, si tu l'utilises dans un temps raisonnable, surtout avec avant la date d'échéance, ben, tu es capable de. Tu n'as pas besoin de la réfrigérer. C'est pas tout à fait la même chose pour les bactéries. Ça, c'est de la sour LB1. OK. C'est pas exactement pareil parce que ceux-là sont un petit peu plus fragile, disons, au OK. chef ou à la stabilité sur les tablettes, mais le levure sèche, notamment, normalement, elles sont très stables. Et c'est à cause de ça, notamment. OK. L'idée aussi, c'est que
c'est pas grave si tu réfrigères, bien entendu. En fait, c'est sûr que c'est toujours mieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave non plus si tu la congèles parce il y a tellement peu d'eau que les cristaux de l'eau va pas, quand elle va cristalliser, en fait, il y a tellement peu d'eau qu'il n'y a rien cristallisé. Ouais. Donc, la levure va pas se couper, en fait, par les cristaux de glace, là, tu sais, pendant la congélation. Fait que c'est un peu l'idée, là, de cette OK. production-là. Enfin, ben, on utilise ensuite des emballages évidemment différents selon ce qu'on fait. Je vais montrer 500 grammes. On a des petits 100 grammes pour les bactéries, puis pour la bellette aussi par 100 grammes. OK. On a des paquets de 11,5 grammes. Plusieurs personnes connaissent la S04. Ouais. Donc, on a des différents formats. On a du 100 grammes aussi qui existe pour les levures à brasserie. On a d'autres formats, mais c'est ça. Donc, tout ça va être dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin au final, que ce soit pour le brasseur difficile, ou pour le brasseur artisanal, ou le brasseur industriel, ou le gros format aussi. OK. C'est un petit OK. peu OK. Fait que dans le fond, il n'y a pas de déshydratation sur, tu sais, d'une shot parce que j'imagine non. que tu pourrais avoir une bonne perte au niveau des levures, j'imagine. Là. Ça serait Il y trop a, hard. si on, tu sais, quand on achète des produits au produit de la bière, ou en fait pour faire quelque chose pour de la nourriture, quelque chose de vivant. Hein. Et le vin, c'est vivant quand même si elle est sèche, c'est en mode dormance, mais elle est vivante. C'est important de. Il y a peu de monde qui le fait. Pour vrai, je ne le faisais pas tout à fait vraiment non plus. Je regardais certaines choses, mais les TDS, les technical data sheets, c'est relativement très important. Si vous regardez un petit peu celle de Fermentis, surtout si vous les comparez les corrélats à ce qui existe sur le marché actuellement, vous allez voir que la qualité est excessivement élevée et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Puis, la quantité de levure vivante à réhydratation, chez nous aussi, elle est excessivement élevée. Ça, c'est pas nécessairement marqué sur le TDS, sur Ouais. le pourcentage de viabilité, mais il est vraiment élevé. Et c'est notamment à cause de nos techniques de production, euh, de séchage, d'emballage, tout le contrôle qualité qu'on a pendant la production jusqu'à ça arrive dans vos mains. En fait, c'est ce qui donne effectivement une excellente qualité puis une grande vitalité. OK. OK. Pourquoi la forme de bille comme pour la levure? Est-ce que c'est comme tu sais, parce que veut pas, on sait que les cellules de levure, c'est microscopique, là. Fait que qu'est-ce que ça représente, ces petites billes-là de Ben, levure sèche? c'est pas tout à fait une baie, mais Ouais, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup à l'œil nu comme ça. Si on regarde vraiment de proche, c'est plus comme une genre de forme comme une genre de pellet de houblon. On les connaît plus parce qu'ils sont plus grosses, on les voit bien. C'est un peu ouais. le même truc, c'est un genre de cylindre coupé. Alors, je vous ai parlé de l'extrusion tantôt. Hein, la crème devient, en séchant tranquillement pas vite, est extrudée. Bon, ben, en fait, c'est comme un genre de long fil qui ensuite est coupé, ben, coupé OK. naturellement, là, ou enfin, pendant le séchage, qui se coupe de même. Puis, dans le fond, c'est des petites palettes comme ça. OK. L'idée, c'est que ces cylindres-là, évidemment, nous permettent, pendant le processus de fabrication, mais ils nous permettent d'avoir la qualité qu'on parlait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, ouais, non, C'est pas non. mal ça. C'est mécanique, la raison, donc c'est comme ça. Évidemment, on s'entend quand si tu regardes une petite belette, ben, en fait, c'est plusieurs cellules collées ensemble qui ont pas floculé, là, parce que c'est pas par floculation que ça se rend mais qui forment des flocs, puis qui sont ensemble. Donc, quand on va les, tu OK. sais, une chose qui est intéressante aussi à penser, c'est que la forme, on imagine bien une levure, là, c'est rond avec des trucs à l'intérieur. Quand ça se dédouble, quand ça botte en anglais, ben, il forme un deuxième petit bourgeon en français sur la levure, puis après ça va se séparer, ça va être plus grosse. Donc la cellule est ronde, lisse, c'est une bulle, en fait, grosso modo, comme un genre de bulle. Mais quand elle est sèche, en fait, c'est la même bulle, mais ratatinée. Un peu OK. comme un raisin sec, grosso modo, tu sais. Mais en OK. très petit, des très, très petits raisins secs. OK. Et puis, quand on va, c'est ça qu'il y a en fait dans ces petites pellettes-là. Quand on la réhydrate, en fait, le temps de réhydratation est assez rapide. Là, c'est en dedans Hmm. de 15 minutes, c'est réhydraté dans le goût, là, ou dans l'eau, ou whatever. Et bien, en fait, elle va gonfler, elle va prendre son pourcentage d'humidité qu'elle a perdu pendant la production, et puis elle va devenir aussi ronde qu'elle était. OK. OK. Très intéressant. Euh, c'est quoi la quantité de levure qui est produite chaque année chez Pharmatis? Là, c'est sûr que je m'attendais pas à un aussi grand nombre d'usines, fait que j'imagine que ça va être un très gros chiffre, là, mais pour nous On donner une a idée. beaucoup de produits. Ouais.
En fait, je ne sais même pas le nombre exact de produits, je l'ai jamais compté, là, mais on en a vraiment beaucoup. On a une production mondiale. On fournit presque toutes les régions du monde. Et puis là, bon, on parle de fermentisme, là, mais quand même, on travaille donc pour la bière, pour le vin, pour le cidre, la distillation, comme le chat, les produits d'alcool, les bières sans alcool, c'est quand même quelque chose d'important. On a plusieurs segments. La réponse, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas une petite compagnie. Ouais, ouais. Ben, d'abord, je vais peut-être modifier ma question un peu. C'est quoi, tu sais, comme quand j'étais chez Unibrew, mettons, les indices de performance, c'était en hecto. Fait que là, on faisait un 200 000 hectos par année dans le temps. Là, tu sais. À cette heure, c'est rendu pas mal plus, mais fait que vous autres, c'est quoi vos spécifications? Ben, pas spécifications. Unité de mesure, c'est quoi votre unité de mesure pour, mettons, connaître votre production? C'est des kilos. Des kilos? OK. Ben, les tonnes, j'imagine. Pour vrai, vu que je travaille pas vraiment avec les entrepôts directement, ni avec la production directement, en fait, j'ai même pas le chiffre exact de qu'est-ce qu'on produit. On en produit vraiment, vraiment beaucoup. Surtout que Fermentis, ça reste que c'est une partie de l'ESAF, hein, puis l'ESAF Ouais. encore plus gros. Euh, c'est beaucoup, en fait. Pour vrai, là, regarde la preuve, là, si tu imagines, ben, tu sais, il y a plusieurs de nos sources qui sont très connues. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu moins connues, disons. On a sorti beaucoup de nouveaux trucs dans la dernière année. Il y a plusieurs nouveaux trucs qui s'en viennent aussi. Si tu imagines qu'on est capable de fournir autant le brasseur en Australie qu'en Chine, qu'au Royaume-Uni, qu'en Afrique du Sud, désolé, en Argentine, qu'au Canada, qu'au Wisconsin, comme à la Nouvelle-Orléans, avec toutes les soupes qu'on fait. Puis, tu sais, pour la bière, là, si on imagine, c'est plus que ça, on doit avoir à peu près au moins 30, trentaine de souches faciles pour les bières, là, si c'est pas Ouais. plus. Si c'est disponible partout dans le monde, toujours, C'est bon, j'ai ma réponse. c'est beaucoup. Ça, je me souviens même pas la dernière. En fait, je pense que c'est jamais arrivé qu'on a peu qui étaient disponibles puis qu'on a décidé d'arrêter la production. On OK. a juste augmenté notre portfolio depuis toutes les années dans tous les segments. Donc, notre force, c'est d'être stable dans notre production, puis d'être stable dans notre distribution, aussi dans notre disponibilité. J'ai remarqué des fois, là, c'est sûr que tu sais, on ne fait pas affaire directement avec vous autres, là, mais on a remarqué des fois qu'on pouvait recevoir des packs de levure qui étaient plus proches de la date de péremption que de la date de fabrication. Puis, et donc, une viabilité théorique qui est plus basse. Qu'est-ce qui peut causer ça? Là, euh, c'est dur à dire, tu sais, worldwide comme ça, là, mais qu'est-ce qui pourrait causer ça? Bon, déjà, un des points importants, effectivement, c'est de réaliser, de souligner, disons, que la date sur les paquets, c'est une date qui est meilleure avant, mais ça ne veut pas dire Mhm. vraiment expirée après. Nous, on a exactement déterminé ces dates-là pour des raisons réglementaires. Et donc, ça veut aussi dire que c'est sûr qu'à cette date-là, le produit, ce qui est maintenu dans les conditions qu'on l'a recommandé, c'est sûr qu'il n'y aura aucun problème jusqu'à cette date-là. Ça, c'est absolument sûr. Chose OK. aussi certaine, c'est que nous, il n'y a jamais un paquet qui va arriver dans les mains des distributeurs qui va être trop proche de la date de meilleur avant. Je, comment on dit ça en français, best before date? C'est date meilleure avant. C'est pas une péremption, parce que péremption, ça veut dire que c'est fini après. Ah, ouais. En tout cas, une date Ouais, meilleure. ouais. Donc, nous, évidemment, comme je disais tantôt, on a une production globale, une distribution globale. C'est sûr que il y a un temps que ça prend, évidemment, de se rendre entre notre production, nos entreposages, l'entreposage partout dans le monde, dans tout Mhm. notre réseau, mais ensuite chez nos distributeurs, chez nos sous-distributeurs, puis ensuite de ça, chez le petit commerçant peut-être, puis ensuite de ça, dans vos mains, vous autres. Donc, il peut y avoir, tu sais, surtout que de nos jours, il ne faut pas l'oublier, le transport est un peu moins vite, disons-le comme ça, qu'avant. Ouais, ouais, ouais. Donc, depuis 3-4 ans, c'est comme un petit peu plus difficile. Euh, Ça peut probablement être dû à ça. À quoi ça Mhm. serait dû exactement, je ne pourrais pas le dire. C'est sûr que nous, c'est très important pour nous la qualité. Puis, clairement, les dates
essaie vraiment de les avoir, ben, en fait, que ça se rende chez vous le plus tôt possible. Là. Et puis, Ouais, tu sais, on a aussi une des dates les plus longues en termes j'ai toujours Chef Life en fait, en termes de de stabilité de produit. stabilité. Ouais. On a une des dates les plus élevées, puis on en est bien fiers parce que ça permet justement d'avoir du temps, justement, de pas presser, de pas besoin de retirer des produits ou d'être obligé de retester en laboratoire, s'assurer que c'est encore bon avant de les laisser sur le tablette. C'est pas le truc qu'on aime bien, bien faire. Ouais, ouais, je comprends. Mais d'abord, ça m'amène à une autre question. C'est quoi le temps de production, tu sais, mettons, justement? Tu sais, ça sort-tu dès que c'est produit ou est-ce qu'il y a un temps tu sais, de conditionnement, si on pourrait dire? Ou c'est un produit qui peut, tu sais, dès que c'est en sachet, ça peut sortir tout de suite puis direct sur le marché? Non, parce que, ben, non, puis oui, là, je veux dire, c'est pas si long que la production, que l'assemblage, mais c'est sûr qu'on a des tests de contrôle qualité, c'est très Hmm. important. C'est pas une fois que le produit est fini, c'est un peu comme une brasserie. Normalement, tu es supposé avoir des produits de côté, puis après, tu t'assures que le produit est stable avant de l'envoyer sur le marché, puis ensuite de ça, tu fais même des revérifications pour s'assurer que c'est correct. On fait le même genre de test, hein, ça s'en va pas sur le marché sans test d'assurance qualité, finalement. Euh, le temps exact, je ne sais pas, mais c'est pas très long. J'ai visité les usines, puis tu sais, le séchage, c'est pas nécessairement quelque chose qui est si long que ça non plus. Là. Il y a un temps, bien entendu, là, mais je veux dire, ça ne prend pas des semaines. Ouais. Puis donc, après ça, je pense que ce qui est peut-être plus long, une fois qu'il est en sachet, c'est surtout la gestion d'entreposage. S'assurer que c'est produit envoyé aux bonnes places, ensuite redistribué dans nos centres de distribution pour ensuite aller chez nos distributeurs. Cette partie-là peut peut-être être un petit peu plus longue, on s'entend, là, je ne parle pas de mois. Là. Hmm. OK. Euh, Souvent aussi, quand on va utiliser là, des packs de levure, c'est comme avec Beersmith, par exemple, là, on a des outils qui vont calculer la viabilité théorique là, que je te parlais tantôt, qui est calculée automatiquement. Est-ce que ça se rapproche vraiment de la réalité, le calcul dans ce genre de logiciel-là? C'est carrément pas nos calculs. J'imagine qu'ils font des calculs pour toutes les levures sans avoir de spécifications pour des produits spécifiques, pour des marques spécifiques. On travaille généralement on essaie du moins de travailler en général avec ce genre de compagnie-là, un peu Beer Schmidt, mais d'autres aussi, bien entendu, pour corriger leurs données, s'assurer qu'ils ont les bonnes informations aussi, des fois même les températures, les bit rates, les taux d'inoculation. C'est pas tout à fait toujours exact. Hein. C'est toujours mieux d'ailleurs de se référer à nos fiches techniques. C'est vraiment là l'information la plus claire. OK. Sinon ben, votre représentant réagit à mal. Mais nous, on fait beaucoup de tests de recherche appliquée. En fait, on fait beaucoup pour s'assurer évidemment la caractérisation, mais aussi la qualité, la viabilité, la vitalité. Mais on en a fait beaucoup dans le temps aussi, là, quand on a créé notre programme là, en fait, de caractérisation pour s'assurer que nos viabilités pendant l'entreposage étaient toujours bonnes. Hmm. Puis, tu sais, c'est sûr, ça a un lien avec ça, ce que tu me dis. Nous, Hmm. nous on sait que avec nos tests qu'on a, puis le contrôle qualité qu'on a, on sait que 3 ans d'entreposage, même à certaines températures qu'on peut imaginer hautes, mettons, tu gardes ton sachet à 25 degrés Celsius là, pendant 3 ans, la levure, même à cette température-là, devrait avoir un minimum de 70 de viabilité, ce qui est quand même OK. pas mal bon. Puis ça, c'est pour nous, peut-être notre souche la plus difficile, la moins robuste, disons, la plus fragile. Fait que 70 de viabilité, 25 degrés Celsius pendant 3 ans, avec Hmm. notre souche la plus, voyons, la Fragile. moins robuste, c'est quand même pas mal. Si c'est réfrigéré, on sait que la viabilité après 3 ans va être proche de 95 Ah, de OK. ce qui a été impacté, là, de ce qui était dedans. Mais OK. tu vas peut-être avoir perdu 5 de viabilité, là, 95 de ce qui était viable. Donc, Hmm. tu vas avoir peut-être perdu 5 après 3 ans de réfrigéré. Ah, C'est OK. clean. Fait que c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas exactement comment ils font leurs données. Nous, on a un groupe global, évidemment, on a une équipe globale. On a une équipe chez nous qui travaille notamment avec eux, Bill Smith, mais d'autres, pour s'assurer que j'ai leurs données, mais Hmm. c'est pas notre documentation qu'ils utilisent directement. OK. OK. Très intéressant. Maintenant,
Bon, une question, je sais pas, peut-être qu'on pourrait considérer que c'est une question un peu conne, parce que naturellement, quand tu ouvres un paquet de levure, tu devrais l'utiliser en entier, mais bon, est-ce qu'il y a moyen de conserver cette levure-là une fois que le paquet est ouvert? Euh, oui, effectivement, c'est mieux d'utiliser le paquet complet. C'est pour ça qu'on a différents formats. C'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir une levure qui est empaquetée avec le gaz inerte et tout, là, puis bien ça. D'ailleurs, peut-être que c'est important d'expliquer aussi juste avant comment, mais si vous achetez un paquet, une brique, Ouais, c'est supposé être là, c'est pas pareil, parce que ces sachets-là ne sont pas produits de la même façon avec le même genre de, de, de trucs pour la stabilité, là, mais ça, c'est très important que ça soit dur, que ça n'ait pas perdu son vacuum. Des fois, là, ça peut être genre un petit bout de crayon qui a pu pointer, ça paraît pas beaucoup, mais un micro trou, une micro fissure, puis il perd son vacuum, il n'y a pas rien qui tombe. ouais, C'est pas l'idéal, en fait, parce que ça va expliquer un petit peu pourquoi il faut utiliser normalement le sachet au complet. C'est que si on, ça, c'est 95% de matière sèche. Si je ouais, l'eau, il y a 0,5, il y a 5% d'humidité, hein. Donc, si je l'ouvre, il y a combien d'humidité dans l'air? Beaucoup plus. Il y a de l'oxygène aussi, mais il y a surtout de l'humidité. Puis qu'est-ce qui va se passer avec l'humidité dans ce paquet-là? Ben, en fait, qu'est-ce qui va se passer avec la matière dans ce paquet-là? Elle va, elle va s'égaliser en humidité avec l'air ambiant, puis donc il va y avoir beaucoup plus d'humidité là-dedans. Une fois qu'il y a ok. de l'humidité là-dedans, ben, la levure, elle peut, elle pourrait, elle voudrait sortir de dormance puis commencer son travail. Et si elle ne travaille pas, la levure, ben, elle va perdre la vitalité, puis la vitalité, puis elle va juste être moins bonne. Fait qu'on va perdre des cellules. Donc, OK. ça, c'est le danger. Ensuite, oui, il y a moyen d'utiliser de réutiliser du moins un restant de sachet, même si c'est pas l'idéal. Euh, quand c'est ouvert, évidemment, se servir de la quantité qu'on a besoin le plus vite possible pour être capable de refermer le sachet le plus vite possible. Là, je pense qu'au prix que ça coûte, ça vaut pas la peine, là. Ouais, les petits sachets, là, ouais, ça vaut pas bien la peine. Donc, peut Ouais. comprendre, même si on a quand même des 100 grammes, qui peut peut-être être intéressant si on a besoin d'une partie. Mais bon. Donc, une fois qu'on l'a refermé le mieux possible, là, le mieux possible, c'est pas vraiment, j'ai pas de données là-dessus, j'ai pas de, tu sais, ça vient pas que de garantie non plus, là. Mhm. Bon, mais, tu sais, un vacuum sealer, là, une, Ouais, une selleuse, là, sous vide. un plus automatique, ouais. Ce genre de truc-là peut être bien, si c'est fait, si c'est bien fait, bien entendu. Pas besoin de tout passer à l'alcool, là, ça va tuer les levures. Mhm. Tu sais, c'est toujours évidemment d'être le plus propre possible, le plus vite possible, pour enlever l'air, en fait, le plus vite possible. Si on enlève l'air, on enlève l'humidité, du moins une partie de l'humidité qui aurait pu rentrer dans le sèche. Donc après ça, une fois par contre que c'est comme ça, le truc, c'est vraiment de mettre au frigo le plus vite possible. Euh, puis s'en servir idéalement en dedans d'une semaine. OK. Puis comme je dis, là, à ce moment-là, c'est dur d'avoir une garantie parce que Ouais. c'est pas moi qui le scelle, c'est pas moi. Pas moi qui l'ai scellé. Mais c'est pas nous qui le scellons, évidemment. Tout, il y a d'autres trucs qui peuvent arriver. Mais théoriquement, c'est supposé être comme OK. OK. Euh, comment est-ce qu'on porte la levure sèche sous pression? Est-ce qu'elle est plus fragile dans ces conditions-là ou peut-être même dans d'autres conditions? non. Non? En fait, euh, si je prends une levure sèche, puis je prends une levure liquide, je sais pas, disons que, enfin, si je prends une levure sèche, ça va aller. Je prends une levure liquide, Ouais. clairement, ça, c'est plus résistant OK. dans son Ben, sachet. Ça, la c'est sûr sèche. certain, parce que ta levure liquide, quand elle est dans sa poche ou son tube, whatever, là, quand elle sort de son réacteur, de la levure, de son fermenteur, quoi que ce soit, ben, elle, tout ce qu'elle veut, c'est fermenter. Le levure, c'est fait pour fermenter. Elle a un travail à faire à fermenter. Si Mhm. elle ne fermente pas, ben, c'est comme je disais tantôt, à un moment donné, si ça sort de dormance puis qu'elle ne fait rien, ben, elle va mourir. Mhm. Donc, théoriquement, ça, c'est plus résistant. OK. Une fois que tu l'as réhydraté, après ça, pitcher dans ta bière, inoculer dans ton liquide à fermenter, ta bière ou dans ton autre boisson que tu pourrais fabriquer.
Eh ben, en fait, c'est de la levure. Puis une levure liquide ou une levure sèche qui a été réhydratée, simple, simple, bonnet blanc, Ouais. blanc. Donc, il n'y a pas vraiment de différence rendue là. Ça va vraiment dépendre de la vitalité et viabilité de ton produit une fois que tu l'inocules, il n'y a pas de différence. Normalement, si on fermente sous pression, généralement, c'est parce qu'on veut que la levure goûte moins, parce que, en fait, c'est ça qui va se passer souvent, mais ça reste quand même stressant. La levure n'est pas supposée fermenter très froid, pas supposée fermenter sous pression. Il n'est pas supposé faire des trucs comme ça en général. C'est des trucs qui lui demandent beaucoup d'énergie. Fait que, il faut leur, si on fait ça, il faut l'aider de différentes méthodes. Ça dépend beaucoup de ce que tu fermentes, là, mais Ouais. il y a pas de raison comment dire, qu'elle travaille différemment qu'une levure. Hmm. OK. On va enfin mettre fin à une coupe de débats. Premièrement, le premier débat, là, est-ce que on devrait toujours oxygéner le mou quand on utilise la levure sèche? Parce que là, tu sais, si tu vas de ces forums, c'est vraiment c'est polarisé. Puis la plupart du temps, les brasseurs avec qui je parle, ils vont dire j'oxygène pour avoir la tête tranquille, mais on dirait qu'il n'y a personne qui a vraiment la vraie réponse à cette question-là. Je me souviens plus c'est en quelle année exactement, mais on a sorti on va le voir un petit peu mieux là, ici, hein, EDU, c'est Easy to Use. Ouais. Et aussi, ici. Fait que ça, on a sorti cette certification-là, disons. C'est une certification interne, là, mais c'est dû aussi avec, ça fait partie de notre programme de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, Easy to Use? Ça veut dire que tu peux prendre ton sachet, tu peux l'ouvrir, mettre ça dans ton mou, sur ton mou pendant qu'il se remplit de fermenteur, là, que ça soit quand même un petit peu mélangé, là, sans que tu aies besoin Hmm. de mélanger toi-même. Puis, sans oxygène, si tu as un mou, ce qu'on appelle standard, normal, localisé, en fait, un mou moyen, disons, on parle de 10 à 16 plateaux, puis que tu suis évidemment les recommandations de fermentation, donc la température, la plage de température, t'as pas un pH agressif, t'as pas beaucoup d'adjuvants parce que si tu utilises évidemment beaucoup de céréales non ferment, non maltais ou beaucoup de sucre. Si par exemple tu fais une Belgian Triple, tu vas rajouter du sucre candy ou du dextrose, peu importe, puis tu vas mettre. Ben là, si tu rajoutes du stress à ta levure, puis à ce moment-là, c'est peut-être différent. Mais t'es pas supposé avoir besoin d'oxygène parce que l'oxygène, elle sert à créer des stérols pour aider à ce que la paroi cellulaire de ta levure soit assez résistante et malléable pour subir le dédoublement, en fait, une meilleure cicatrisation aussi de la paroi cellulaire, aussi de se dédoubler, puis évidemment d'être capable aussi de mieux transporter les sucres à l'intérieur de la cellule par la voie métabolique. Ceci dit, nous, quand on produit de la levure sèche, on va la déshydrater. Je l'ai dit tantôt, hein, ça va être ratatiné, puis ensuite, ça va redevenir sphérique, puis lisse. Hmm. Ben, pour subir ça, premièrement, de déshydratation, mais aussi pour être capable de revenir bon, puis beau, puis en santé, ben, il faut déjà que la paroi cellulaire soit quand même assez épaisse, ou du moins résistante et malléable pour être capable de subir ça. Donc, on a déjà, nous, dans notre production, en fait, dans notre programme de production, on a déjà prévu les stérols nécessaires pour le faire et il y en a suffisamment pour que si elle a besoin de se dédoubler pendant la fermentation, ou le début de la fermentation, c'est-à-dire qu'elle n'a OK. pas besoin de d'oxygène. En fait, même à la limite, tu sais, ça c'est une histoire vécue. Dans une brasserie où je travaillais, on avait fait des inoculations. Comme une brasserie assez neuve, en fait, donc les équipements étaient très neufs. Je suis habitué de laver des brasseries. J'ai fait ça longtemps. Quand tu brasses, tu laves. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu sais, j'ai une bière d'oxygénation parce que, bon, j'utilisais de la levure sèche, j'utilisais d'autres levures aussi, j'utilise de la levure de partout. J'ai travaillé souvent en R&D, puis bon, à ce moment-là, tu testes plein de faire. Et donc, j'oxygène mon mou, puis, ben, plus ça allait, pas dans ce brassin-là, mais plus les brassins allaient, puis c'est au début, là, au lancement de la brasserie, mais plus on se rendait compte
laboratoire qu'il commençait à y avoir une charge bactériologique qui augmentait. Pas grave, pas intense, mais ça augmente. Donc, ça vient tout du dry up. On a fait du blonnage à froid. Des fois, il y a des sporulents là-dedans. Puis là, tu fais des tests de labo, mais tu ne vois pas exactement c'est quoi. Hmm. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Puis là, ben, on a commencé à faire des tests de labo un peu partout. On a swabé un petit peu tous les équipements. Puis on s'est rendu compte que ben, la paire d'oxygénation que j'utilisais, je la lavais tout le temps avec aller-retour avec du plastique. Puis après ça, il y avait de l'eau bouillante qui passait dessus toute la journée. Mais, euh, mais en fait, on est obligé, en fait, de la défaire à chaque brassin après pour régler le problème. Puis ça venait de là. On la passait au presto pour être sûr et certain qu'elle soit vraiment, 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 vraiment propre, complètement propre. Puis après ça, j'ai plus de problème. Ça a complètement réduit ma charge bactériologique. OK. Il y a des nids de bactéries un petit peu partout dans une brasserie. Imagine ton refroidisseur à bout, imagine tout plein d'affaires de bouts de boyaux et tout. Euh, la pierre d'oxygénation, c'en est une. C'est poreux, c'est pas facile à nettoyer en profondeur. Ça dépend comment c'est fait. Puis, c'est pas nous autres qui a Ouais. fait les pierres. Hein. Bon, ben, tu sais, pitcher, inoculer ton sachet sec directement dans ton goût, le fermenter sans penser à l'oxygène. Donc, tu rajoutes un truc de moins, tu ne dépenses pas d'oxygène. Ça me Hmm. semble plus constant et plus propre. Ouais. Plus, tu sais, ça peut être propre le lumière. Il me semble que réduire les manipulations, c'est tout le temps un truc facile à penser pour empêcher des problèmes qui peuvent arriver. Ouais. Dans le même ordre d'idée, là, c'est quoi ton point de vue sur le rajout de nutriments à levure? J'oubliais, évidemment, si tu réutilises la levure sèche, parce que c'est pas parce qu'elle est sèche que tu peux pas la réutiliser, là. Souvent, on va vouloir réutiliser des levures liquides pour baisser le coût, parce que ça coûte cher. La levure sèche, même si ça coûte pas cher, tu as le droit de la réutiliser. Puis si tu la réutilises, ben, là, tu as besoin de la traiter pareil comme une levure liquide, parce que c'est rendu une levure liquide dès que tu l'as mis dans ta bière. Donc, à ce moment-là, puisqu'elle va avoir besoin de se dédoubler beaucoup plus que quand tu l'utilises sèche, puis qu'elle a moins de stérol qu'elle en avait quand tu l'utilisais la première fois, bien évidemment, là, tu vas avoir besoin de quelque chose. OK. OK. Nutriments, c'est assez simple. Puis ça, c'est pour toutes les levures dans le monde, dans une bière. Toutes les Saccharomyces, brassicole, Saccharomyces cerevisiae, puis Pastorianus pour la bière. Euh, Si tu travailles avec un goût, ça dépend vraiment de ton goût. Hein. Ça dépend de ce que tu fais, quelle bière tu produis, comment tu la produis, puis avec quoi tu la produis surtout. Si tu Si tu utilises que du malt, donc du 100% malt, dans une plage de plateau, de densité, là, en 10 à 16 plateaux, je me souviens plus, ça donne 10, 42, genre, jusqu'à Ish, ouais. 10, 65 à peu près, quelque chose comme ça. Mhm. Si tu es dans cette plage-là, puis que tu as du 100% malt, tu as déjà tous les nutriments que la levure a besoin dans ton mou. OK. Tu sais, à la limite, si tu veux rajouter du zinc en petite quantité, ben, peut-être, là, Mhm. mais théoriquement, tu n'en as même pas vraiment. OK. Avec la levure sèche du première inoculation. Si tu réutilises, ben là, tu vas sûrement avoir besoin de nutriments parce que là, tu en as du zinc, mais tu peux utiliser d'autres choses. Là. Ça peut dépendre de ce que tu vas faire. Du sulfate de magnésium, ça peut être bon. Il y a des nutriments qui existent. On a le BR2 chez nous, qui est Springfern de BR2, qui est un excellent nutriment, vraiment pas cher en plus, OK. pour ça. Utiliser ces levures, ça peut être une option très intéressante, effectivement, pour baisser son coût. Maintenant, les nutriments, c'est nécessaire quand ton eau est déficient en nutriments. Comment il est déficient en nutriments? Ben, si tu utilises plein de sucre, le sucre, le glucose, sucrose, fructose, ce genre de sucre-là, les sucres simples, Ouais. avant le glucose, ben, c'est ça peut augmenter, sur beaucoup de ces sucres-là, ça peut augmenter la pression osmotique. Donc, la pression sur la levure quand elle rentre le sucre, au moment où elle transfère le sucre, elle transporte le sucre à l'intérieur de la levure, ça va métabolique, ça peut être vraiment intense pour elle. Ça va vite. Puis, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Important plutôt. Si tu as beaucoup d'adjuvants encore là, parce que ça va rendre le plus difficile à fermenter pour la levure, ça peut être important d'avoir des nutriments. Mais ouais. Il peut y avoir, tu sais, si tu veux vraiment faire un starter, tu veux faire une pied de cube ou un truc de même parce que tu trouves que les 500 grammes est trop cher, tu veux faire 20 hectos avec, ben, utilise des nutriments parce que ça va être important. Parce que, ouais. Ouais. Si tu augmentes le stress, ça peut être le fun. Mais tu sais, OK. un des trucs que moi, je
trouve vraiment le fun, encore plus fun, puis c'est pas nécessairement juste pour vendre plus de levure, là. Je sais bien que ça va vendre plus de levure, mais tu sais, si tu as besoin, si tu fais un mou à, mettons, à 20 plateaux, tu sais, fait que là, tu es en dehors du 10 à 16 plateaux, 20 plateaux, ça doit donner 10,90, 10,100, mettons, à peu près, je sais plus Ouais. spécifiquement, à peu près ça. Là, tu es vraiment en dehors de la plage, ou si tu veux fermenter, tiens, à basse température, c'est à la mode des lagers ces temps-ci, là, dans les lagers. Si tu veux fermenter en bas de 12 degrés Celsius avec la W34/10, qui est très connue, euh, c'est stressant pour la langue. Puis, elle n'aime pas vraiment ça, d'être stressée. Tu sais. Elle va te donner des faux goûts. Puis à ce moment-là, tu vas avoir besoin de la griser super longtemps pour qu'elle ait le temps de peut-être se nettoyer son goût des trucs qu'elle n'a pas réussi à nettoyer avant. Donc, à ce moment-là, au lieu de rajouter des nutriments, de l'oxygène pour l'aider à tout faire ça, puis pour elle l'aider, tu sais, pour quand même que si tu veux faire de quoi de consistant, faut que tu calcules qu'est-ce que tu mets, tu sais, combien d'oxygène tu as mis, t'en as-tu mis assez, t'en as-tu mis pas trop, les nutriments, c'est pareil, etc. Ben, à ce moment-là, tu peux juste rajouter plus de levure. Au prix où ça coûte, c'est simple, puis c'est consistant. Tu Ouais. sais, si tu veux aller jusqu'à 9 degrés Celsius, par exemple, ben là, tu vas avoir besoin de beaucoup plus de levure, mais c'est pas constant. Tu vas avoir besoin, avec la 3410, tu vas avoir besoin, mettons, de, je sais pas, deux, trois fois le taux d'inoculation qui est de 100 grammes d'hectolitre. Tu as besoin de deux, trois fois ce que tu mets normalement à 12 entre 12 et 18 degrés, mettons. OK. Sauf que ça va toujours être la même chose. Ta fermentation va toujours être pareille. Fait que Hmm. je trouve ça simple, puis c'est pas coûteux parce que t'as pas besoin d'équipement, t'as pas besoin de passer au laboratoire vérifier ton oxygénation, après ça, ta viabilité, ta vitalité, parce que tu sais qu'elle va être bonne. Hmm. Moins OK. de temps. Très intéressant. Ben justement, là, t'as pris un petit peu d'avance sur mes questions. Tu as parlé de réutilisation de la levure, mais ben là, ça, c'est une autre grande question que moi, en tout cas, personnellement, puis mon collègue, on se posait vraiment. Fait que là, tu me confirmes qu'on peut la réutiliser. Euh, c'est quoi ta recommandation sur le nombre de générations, puis sur les méthodes, si ça doit différer ou quelque chose comme ça? C'est pas évident, mais ça dépend beaucoup de ta méthode de Ouais. travail, de la qualité de ta levure récoltée pour être réutilisée, puis qu'est-ce que tu vas faire dans le moment où tu vas la récolter et la réutiliser. Recommandation, j'ai pas de recommandation exacte, claire, définie chez Vermentis, mais je peux te donner une coupe de trucs. Par contre, Mhm. je te dirais que, en fait, chez Vermentis, on recommande généralement entre 4 et 6 réutilisations, là, généralement, ça devrait être correct. Et pourquoi on dit OK. ça, en fait, c'est que une levure, c'est très difficile d'être 100% pur. Ouais. Tu sais, je vais même faire un parallèle, tiens, avec, c'est pas exactement la même chose, mais pour donner une idée. Tu sais, on parle de pasteurisation, là, parce qu'on est je suis beaucoup dans les sans-alcool ces temps-ci, là, Ouais. c'est la mode, je parle beaucoup de ça avec les clients, mais on parle beaucoup de pasteurisation à cause de ça, parce que c'est très important pour avoir une stabilité de produit une fois que le produit est fermenté et empaqueté. Donc, pour être sûr certain que ce soit bon longtemps. Et la pasteurisation, ça tue pas tout. C'est une réduction logarithmique j'allais dire de la charge bactériologique, mais c'est pas juste les bactéries, c'est juste les levures, bien sûr. Donc, c'est une réduction logarithmique. Ça veut dire que plus tu pasteurises, plus pas des doubles, c'est le contraire, en fait, plus tu divises, en fait, puis divises, puis redivises la quantité de bactéries puis de levures qui peuvent être vivantes après, qui peuvent là, on parle de pasteurisation. Mais c'est un peu la même chose si tu imagines que la levure ne peut pas être 100% pure, parce que c'est très difficile d'avoir des cas de 100% pur. Nous, on a une des puretés les plus hautes dans le marché. Ça reste qu'il y a quand même, il peut y avoir, il y en a, quand il y en a, si tu regardes la fiche technique, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis normalement, la levure doit être capable de prendre le dessus très, très facilement parce qu'il n'y a presque rien de vivant de bactéries, de levure wild, puis whatever. Mais bon, mettons qu'il y en a, puis qu'ils réussissent à survivre à ton premier brassin en très petite quantité, OK? Très, très petite quantité, parce que sinon, nous, on n'enverrait pas sur le marché. Une bactérie, ça se dédouble, ça se dédouble 8 fois plus vite en moyenne qu'une Saccharomyces. Okay? OK. Saccharomyces, ça se dédouble relativement rapidement, puis, très facilement. En fait, c'est très facile pour elle, elle a besoin de ça pour faire son travail. La bactérie, c'est encore plus intense. Si tu prends ton mou, pas ton mou, ça veut dire, mais ton levain, ton pied de cuve, ton fond de cuve, ta levure récoltée, puis tu la repitches, ben là, tu fais juste augmenter.
puis augmenter à chaque fois les possibilités que ces levures-là, ces bactéries-là, ces cellules-là, ou ces levures sauvages, ces cellules-là se dédoublent plus vite encore que ta Saccharomyces, puis tu augmentes la charge d'impureté dans ton goût, fois après fois. Fait que, tu sais, en plus d'avoir une possibilité de mutation de ta levure, en plus, tu peux aussi muter ton profil de fermentation. Ouais. Donc, plus tu vas loin, plus c'est difficile. C'est tout à fait faisable. Puis ça, c'est ce que je viens de dire, c'est bon pour n'importe quelle levure. Okay? C'est Mm. pas juste fermentif. Ouais. Mais c'est tout à fait faisable, évidemment, de réutiliser la levure sèche. Absolument sûr, parce que quand tu l'as mis dans ton goût, c'est devenu de la levure liquide. Donc, c'est pareil. OK. C'est que quand tu réutilises la levure, normalement, tu es supposé faire des tests en laboratoire. Ça Mm. va être ton laboratoire maison, c'est correct. Si t'es bien installé, ça va être facile. C'est vraiment important de savoir qu'est-ce que tu fais avec ta récolte de levure, de la réutiliser. Théoriquement, si tu la réutilises, parce que probablement tu vas faire une bière semblable dans la même veine, puis que tu connais ton type de fermentation, tu veux le reproduire. C'est un peu l'idée de réutiliser. Hein? Sinon, c'est pas juste faire de l'alcool, c'est un profil de fermentation. Si tu n'as pas si t'es pas capable de la suivre puis de la caractériser, mais de voir un petit peu ta courbe, s'assurer que elle suit cette courbe-là, que ta vitalité est bonne, ta viabilité est bonne, c'est tes tests de blé d'éthylène. T'assurer aussi que tu es en santé, donc ton pourcentage est élevé, parce que si je sais pas, tu as eu une fermentation ou tu as un problème de glycol, Mm. ça a droppé, ta levure a pogné un stress, a quand même fait sa fermentation, mais tu sais, il peut peut-être y avoir une petite touche de cet aldéhyde de plus, mettons, que d'habitude. Tu te dis, bon, OK, ben bonne, ben bonne. C'est tout à fait correct de mettre dans le marché. Mais là, reprendre cette levure-là stressée et la repitcher, ben, tu fais juste repitcher du stress. Ouais. C'est pas qu'elle va être stressée dans le nouveau brassin, c'est juste que tu reprends quelque chose qui est moins en forme. Mm. Donc, c'est vraiment important de suivre en laboratoire ce qu'on est en train de faire. Parce que, tu sais, le but de faire de la bière, quand tu es brasseur, en fait, ton but, c'est de faire de quoi de qualité puis consistant. C'est Mm. correct de faire des nouveaux produits, il n'y a pas de problème avec ça, mais encore là, il faut que ça soit de qualité. Puis quand tu fais des produits répétitifs, tu sais, tu travailles à une place qui fait quand même beaucoup de production répétitive, là, des produits de base. Là. Ouais. C'est important pour une brasserie de faire ça. Mais il faut que ça soit euh, constant. Tu sais. C'est Mm. important dans le goût. Donc, puis le goût, une façon de voir si la constance est bonne, c'est si ta courbe de fermentation est la même, puis si ta levure a donné le même profil gustatif, le même profil organoleptique, et donc par la fermentation. Ouais, ouais. Fait que dans le fond, moi, là, je te parle depuis tantôt, tu sais, je te pose des questions depuis tantôt en rapport avec la levure sèche, mais je, je suis dans le champ un peu, parce que dans le fond, dès qu'elle est hydratée, tu sais, c'est juste la levure liquide qu'on a séchée, tu sais. Et au Exactement. final, il n'y a rien qui va vraiment changer du reste, là. Ouais. Exactement, tout à fait. C'est juste qu'elle est plus facile à transporter, tu sais, c'est plus, en anglais, on dit sustainable. Hein. Tu sais, quand on envoie ça dans le monde à partir de l'île, puis de la France, de l'Europe, puis Mm. on transfère nos affaires partout dans le monde, c'est juste plus simple. C'est moins lourd. Je te vends pas de l'eau, je te vends de la levure, puis la levure, elle pèse rien. Si je te vends ça en liquide, elle va peser beaucoup plus lourd. Mm. Imagine celui-là. Ben, tu le sais, tu as sûrement déjà vu des pitchs liquides. Hein? Oui. Ça, là, c'est comme un gallon. Là. Des fois, c'est 2 gallons. Si tu as de la lager, ça va être direct, mais si tu as de la lager avec le liquide, ça va être genre 2 gallons. Et puis, Ouais. transporter ça partout dans le monde, tu imagines le casse-tête que ça doit faire. Mm. Des packs, des ice packs. C'est- le coût aussi, le poids, ça fait pas de sens. Ben, ça fait du sens. Ça fait du sens pour certains. Mais je veux dire, nous, on trouve que ça, c'est beaucoup plus simple. Mm. Puis ça n'enlève pas de qualité. Fait c'est pas le problème, tu sais. Peut-être qu'on a moins de souches différentes, mais en même temps, nous, ils sont caractérisés chez nous. Si tu me demandes, par exemple, des profils de fermentation dans une des profils organoleptiques, tu veux savoir le genre de quantité d'ester qui va être produite ou la quantité de phénol qui va être produite, par exemple, avec la T58 ou avec la S33. Je suis capable de te donner les informations-là parce qu'on les teste et on les vérifie. Il y a quelques années, on a fait un test avec une grosse étude sur la 3470 avant que les lagers soient redevenus à la mode chez les crafts, chez les brasseries artisanales. On voulait voir, parce qu'on savait qu'elle était quand même assez neutre. C'est une levure qui est très connue, ça vient de chez Bayern Scheffler en Allemagne. C'est la levure la plus vendue dans le monde. Mm. On voulait savoir
jusqu'à quel point elle était neutre. Tu sais. Puis on a fait un test, on a fait des tests en laboratoire, mais aussi dans des équipements pilotes différentes. En fait, je pense qu'il y avait 16 différentes conditions de fermentation. Donc, on jouait sur la température, sur le plateau initial, donc la densité initiale. On jouait aussi sur le taux d'inoculation, bien entendu, donc de 25 jusqu'à 200 grammes par hectolitre. Pour voir, puis la température, c'était de 12 jusqu'à 20. Le plateau, c'était de 12 à 20 aussi. Fait que tout ça, ça nous a donné 16 fermentations différentes qu'on a envoyées en laboratoire pour vérifier les phénols des essais produits. Ensuite, évidemment, bon, les types de fermentation, bien entendu, qu'on a toutes pu comparer les unes avec les autres, mais aussi, surtout, on a un gros panel de dégustation, un panel professionnel chez Fermentis. Je pense qu'on est la seule compagnie de levure au monde, d'ailleurs, à voir ça. Peut-être me tromper, mais il me semble que j'en ai jamais entendu parler. On a vraiment un OK. panel professionnel qui est en fait, on a plusieurs panels professionnels qui vont nous aider à caractériser le résultat organoleptique de nos fermentations, de nos études. Donc, on a fait ça aussi pour s'assurer que, on est en laboratoire, c'est bien beau de dire, OK, il y a tant de phénol de temps. OK, acétyl, isoamyl acétate, jusqu'à tel niveau, d'accord? Quel est le seuil, le seuil de perception, tu sais. Puis tout le monde est différent. Donc, on a des panels pour s'en assurer. Et puis, on s'est rendu compte que cette levure-là, 470, pour faire un caractère lager, si tu fermentes en bas de 20 degrés Celsius, donc jusqu'à 20, tu n'as aucune production d'isomélacétate ou d'autres esters avant 20 degrés Celsius. OK. Clairement, elle est fonctionnelle parce qu'elle est porte négative, elle est phénolique négative. Mais donc, tu peux faire monter une lager avec celle-là jusqu'à 20 degrés Celsius, puis elle va être clean, 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 comme n'importe quelle autre lager que tu aurais faite à 12 degrés, avec la même souche. C'est juste que vu que tu as, là, on s'est rendu compte évidemment aussi avec ça, vu que notre étude nous permet d'avoir différentes conditions, on s'est rendu compte que la grande différence entre 12 et 20 degrés Celsius, pour avoir de quoi d'aussi propre, post-fermentation, ben, en fait, c'est que ton taux d'inoculation va baisser, puis ça fait du sens parce que ton stress dû à la température à 12 degrés Celsius baisse. À Mhm. 20 degrés Celsius, tu as beaucoup moins de stress. Donc, au lieu de pitcher genre 120 grammes par hectolitre à 12 dans un plateau, dans un mou normal de 10-48, 12 plateaux, ben, en fait, tu peux probablement pitcher, ça dépend de ton mou, mais entre 50 65 grammes à 20 degrés Celsius, puis tu vas avoir de quoi de clean. Fait que moins de levure, fermentation beaucoup plus rapide, bien entendu, parce que ton métabolisme, le métabolisme de ta levure va être beaucoup moins ralenti. Puis voilà, pas aussi clean. C'est intéressant. J'aurais jamais pensé jouer comme ça avec les températures pour peut-être. Ça peut donner des idées à bien des brasseurs, ça, pour des fois réduire les coûts parce que c'est sûr, tu sais, mettons, à un pitching rate de 1,5, tu sais, ça peut représenter beaucoup de levure, là. Fait que ça peut être Mm. assez intéressant de jouer avec la température pour justement très Tu intéressant. sais, c'est très important, la science derrière la production. Tu sais, je le disais, on a peut-être un petit peu moins de souches disponibles, quoique de ce temps on en sort dans la bouche. Sur une lancée, ça n'a pas, c'est pas fini. Mais la science est très importante pour nous. On veut être capable de soutenir nos producteurs et leur dire, ben, regarde, tu utilises nos produits, mais si tu as besoin d'aide, on est là pour toi. On est capable de te dire pourquoi elle est bonne, en fait, cette levure-là. On est capable de te dire, si d'ailleurs, on a certaines levures qui ont des particularités, là, il n'y en a pas plein, parce qu'en général, si tu regardes des saphirs, toutes les levures à île, c'est à peu près tout le même genre de recommandations, taux d'inoculations, etc. C'est relativement semblable, et lagers aussi. Mais il y a quand même deux, trois souches peut-être là, qui ont des trucs particuliers. Tu sais, par exemple, je ne sais pas si il y en a une qui est très connue, la WB06, levure à blanche, allemande et ou belge, Mhm. Weizen. Si tu travailles ton taux d'inoculation, lorsque ta température euh, d'inoculation, de fermentation, euh, en fait, ça va changer ton côté soit plus épicé ou moins épicé, donc plus banane, tu sais, puis c'est là que tu peux jouer sur plus belge ou plus allemande. Tu sais, il y a des trucs de même, fait que ça, nous, évidemment, on sait parce qu'on les a caractérisés. On ne peut pas tout écrire sur un sachet comme ça, donc c'est bien trop petit, là. Mais on a ces données-là. Pour ça que C'est, c'est c'est, important de t'appeler si on a des questions. oui, oui, absolument. C'est mon travail d'aider, partager ma passion de fermentation. Et c'est ça. Et la science, c'est très important. On a un gros département de R&D
On a un département d'R&D qui est très, 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 très actif, qui travaille beaucoup sur, oui, sortir de nouvelles levures, mais aussi évidemment caractériser. Puis ça va de pair avec notre service de panel organoleptique. Puis on a aussi maintenant Campus Fermentis, c'est ouvert depuis un an et demi, 2 ans, presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans. On a un campus Fermentis à Lille, puis avant, on était à différents endroits, on travaillait différemment. Là, on a vraiment pris à nous. On a une grosse brasserie, ben, une grosse brasserie, on a une brasserie bientôt, là, 2000 litres, avec un maître brasseur, on a des assistants brasseurs, puis on fait de la production. On a plein de petits fermenteurs de 100 litres qui permettent donc de séparer notre bout de 2000 litres en 20 fermentations. Puis OK. ça nous permet de caractériser la levure. Tu sais. On pourrait décider d'utiliser la S33, par exemple, de la faire à différentes conditions, différentes températures, par exemple, ou différents taux de déclaration, on peut parce que c'est le même goût qui est exactement pareil, il vient de la même bouilloire. À ce Mm. moment-là, on joue sur nos fermentations, on est capable ensuite, avec nos données de fermentation, de voir au niveau organoleptique, puis dans notre test de laboratoire, voir si c'est conséquent avec ce qu'on s'attendait, ou si la caractérisation est différente de ce qu'on imaginait, puis à ce moment-là, écrire notre littérature, puis être capable d'aider. OK. Mais justement, tu as parlé de R&D. Comme dernière question, là, comment ça fonctionne un peu la recherche et développement chez Fermentis? Parce que là, tu me parles de tellement de produits, mais tu sais, bon, c'est sûr que des fois, dépendamment avec le fournisseur avec qui on travaille, on n'a pas nécessairement accès à toutes ces sortes-là. Mais est-ce que vous sortez régulièrement des nouvelles sortes de levures? Comment ça fonctionne? Ben, tu vois, tout un point intéressant aussi, tu sais, on travaille beaucoup par distribution. C'est principalement notre modèle d'affaires, fait que on n'a pas vraiment beaucoup de ventes directes. C'est pas comme ça qu'on travaille. On préfère avoir des distributeurs qui, eux, vont nous supporter, puis nous, on va aussi pouvoir les supporter sur le terrain, puis on a une meilleure capillarité, donc, dans le réseau des producteurs. Donc, mais c'est ça. La plupart des produits sont généralement disponibles. Des fois, peut-être qu'il faut aller voir nos distributeurs au lieu d'un. Ça peut dépendre. Hmm. Bon, mais le processus de R&D, c'est sûr, c'est toujours un petit peu complexe d'expliquer tout ça, là, de faire un genre de bref, là, mais la recherche chez nous, c'est basé sur évidemment plusieurs, grand nombre de projets là, qui sont issus du processus de réflexion, puis ça se fait de façon pluridisciplinaire, là, donc plusieurs niveaux, là, même nous, là, qui sommes en vente là, sur le terrain, on pas notre produit, mais on a notre input, on peut donner notre avis sur des idées qu'on entend sur le terrain, par exemple, pour être capable de le monter jusqu'au R&D qui peut s'entendre en fait, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et donc, développer. Puis l'idée, évidemment, ben, c'est de mettre en marché des produits qui sont disponibles régulièrement. Hmm. Donc, ça a un lien avec les choix qu'on fait. Puis évidemment, ben, le but, c'est d'aider les producteurs donc, à faire de la qualité et de la constance. Donc, évidemment, puis comme je disais au début, ben, on travaille pour le vin, le cidre, la spiritueux, d'autres types de boissons fermentées, en fait. Donc, on a plusieurs projets qui sont gérés par plusieurs scientifiques. Les scientifiques ont un nombre de projets à travailler dessus, là, chacun. Et puis, il y a plusieurs scientifiques qui sont par segment, par exemple. Un segment, je parle de bière, vin, spiritueux, cidre, Hmm. etc. Dernièrement, on a sorti quand même plusieurs nouvelles souches, effectivement. Moi, quand je suis rentré chez Fermentis, il y a la Bérette qui venait juste d'arriver, la BR8, la Santo BR8, Brettanomyces bruxellensis. Ensuite, mais je pense qu'il sortait aussi de la COVID. Là, fait que je ne sais pas qu'est-ce qui est venu la dernière, juste avant la Bérette, là, mais, mais bon, puis, je sais à partir de la Brette a quand même pris plusieurs années à créer. C'était pas un produit facile. Ça a pris beaucoup de recherche et beaucoup de développement pour être capable d'avoir des quoi de stable, de qualité, puis parce que c'est plus fragile. Hein. Tu sais, j'en parlais tantôt avec la lacto, là. Et les Hmm. Berettes aussi sont pas mal fragiles. Les autres aussi ont besoin d'être réfrigérés tout le temps. Et donc, après ça, on a sorti quand même plusieurs autres produits. On vient de sortir une nouvelle lager principalement pour le marché asiatique, une nouvelle lager fruitée. On a sorti 2 nouvelles blanches d'ailleurs, pour avoir de quoi de non diastaticus, contrairement à la WD07, donc la BW20 qui est en vert, qui est pour les Belgian White, puis les Wheat Beer, puis la W68 qui vient de Weinstefano, comme la 3410, qui est faite donc pour les Weizen. Superbe, 68. On a plusieurs souches qui viennent de sortir. On en a
plusieurs dans l'horizon, en fait, de recherche-développement. Moi, je ne peux pas nommer qu'est-ce qui s'en vient. On a Non, des non. trucs vraiment le fun Ouais. qui s'en viennent. Puis, tu sais, notre entreprise n'a pas fini de croître. Elle a cru dans les dernières années, elle n'a pas fini de croître. Puis, on est de plus en plus actif, en fait, pas juste en recherche de développement, bien sûr, mais notamment dans ce secteur. Euh, tu sais, on a quand même, je pense qu'on est peut-être les seuls, d'ailleurs, pour le brassicole, à avoir des mélanges d'enzymes et de levure. Tu sais, par exemple, la LD20 pour les lagers très atténués, on a la H18 qui fera des saisons, des barley wine, on a des trucs de même qui sont particuliers. Fait que, tu sais, ça relève tout de l'imagination puis le travail acharné de notre département de recherche et développement, puis jusqu'au département des ventes. C'est, je pense que peut-être pour se tenir au courant, la meilleure solution, évidemment, c'est de tendre l'oreille à ce que Fermentis dit. On est présent dans les salons, mais bon, on a notre site Internet. On a même une application qui est le fun aussi, qui permet d'avoir les fiches techniques à portée de main, qui permet de trouver de l'information. Je pense en fait, franchement, je sais, on a même des outils pour nous suggérer des levures selon ce qu'on est en train de produire avec ça pense la densité initiale, ça pense au style, évidemment. On va penser à plein de trucs différents. Euh, c'est c'est ça. Ah, c'est cool, c'est cool. Euh, ben, c'était très intéressant tout ça. En terminant, est-ce que tu as des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Là, tu as parlé des blanches, là, justement, les levures blanches. Ben, c'est ça, c'est un peu difficile de donner des punchs. On a un département de marketing et communication aussi qui est important. Ouais. Il y a une façon, tu sais, ce qui est lancé en France, après ça, est importé en Amérique du Nord, ensuite est disponible au Canada. Donc, il y a aussi un processus, mais donc on peut le voir relativement rapidement qu'est-ce qui s'en vient quand on regarde le site, par exemple, le site web, la page Facebook de Fermentis, le site web de Fermentis ou l'application Fermentis. Les blanches, donc, s'en viennent, sont disponibles. La SAP Lager de 30 s'en vient, le Lager qui donne des esters. Et on a aussi les SAFMID, donc pour l'hydromel, qui vient d'être juste lancé en Europe, je pense, il y a 2 semaines. Donc ça aussi, ça s'en vient. C'est pas mal les prochains trucs. OK. Chaque gros salon nous permet d'annoncer des nouvelles souches ou des nouveautés. Le Hmm. prochain, ça va être le CDC à Las Vegas. Bon, ben, c'était très intéressant. Merci infiniment d'avoir participé. C'était vraiment cool, man. Merci à toi. Yes, sir. Puis à vous autres, ben, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!